Et puis nous allons commencer, si vous voulez bien, avec vous, Bernard Werber. Ça fait plaisir de vous recevoir. Je crois que c'est au moins la troisième fois, puisque vous sortez votre troisième ouvrage consacré aux fourmis. Je rappelle que vous êtes toulousain de racines. Ouais. Et de cœur, même si vous y vivez un peu moins qu'avant. C'est une grande saga sur les fourmis que vous nous racontez depuis pas mal d'années, une formidable conte philosophique. C'est à chaque fois quasiment, on peut le dire, un best-seller. Je crois que le dernier a été traduit dans 18 pays, je ne me trompe pas. 24. 24 pays, ça augmente de jour en jour. Et la dernière traduction en date, c'était quoi, l'Angleterre, non? Oui, l'Angleterre. Ouais. Les Anglais ont été les derniers. De toute façon, parce qu'ils considèrent globalement que la littérature française n'est pas intéressante. C'est parce que ça a marché en Corée du Sud, où il y a eu 1 million d'exemplaires, qu'ils se sont intéressés à ce livre français. Donc, mais sinon, globalement, c'est vrai qu'en France, la littérature française est très peu représentée. C'est pour ça que je me retrouve l'un des rares auteurs à représenter la culture française à l'étranger. Formidable. J'ai Oui, entendu dire qu'il y avait un projet de film, est-ce vrai ou pas? Peut-être à venir. Je veux vous dire, pour l'instant, il y a plein de recherches qui sont faites autour de ça. D'accord. Voilà. C'est un peu. Parlons de celui-ci. tonne. Qu'est-ce que raconte cette fois-ci ce livre qui s'appelle La Révolution des fourmis? Ça raconte une révolution, c'est un livre révolutionnaire, c'est-à-dire c'est un livre qui amène les gens à se prendre en main, à ne pas subir la société et à s'inspirer de la vie des héros du livre pour changer le monde. Il y a, pour toujours pareil comme dans les trois précédentes, il y a une histoire fourmi, il y a une histoire humaine, il y a une sorte de livre de sagesse qui s'appelle Encyclopédie du savoir relatif absolu. Qui est personnalisé par un professeur que j'ai inventé. Oui, voilà, un vieux sage. Voilà. Et donc, pour la partie fourmis, ce sont des fourmis qui se doutent de notre existence d'être humain. Et ces fourmis se disent, ça serait bien si on profitait de la connaissance des humains, notamment dans le feu, puisque les fourmis ne connaissent pas l'usage du feu. Et côté humain, il y a une héroïne qui s'appelle Julie qui se dit, ça serait bien si on s'inspirait de l'observation des fourmis pour modifier notre monde. Parce qu'actuellement, nous vivons depuis 2000 ans avec les mêmes idées, que les Grecs avaient découvert la démocratie, tous les grands concepts philosophiques, et que depuis, il n'y a aucune idée, aucun nouveau principe. Elle se dit, tiens, regardons une espèce non humaine qui vit en société pour essayer de trouver des idées. Parce qu'il faut voir une chose, c'est que les fourmis sont sur Terre depuis 100 millions d'années, nous sommes sur Terre depuis 3 millions d'années. Ça veut dire qu'elles ont 97 millions d'années d'expérience de la vie en ville, de plus que nous. Donc nous sommes un animal jeune et nouveau qui ne savons pas encore vivre ensemble. Et nous avons donc forcément des leçons. D'accord. Donc ce qui vous fascine, c'est vraiment, on pourrait dire, leur organisation sociale, politique, économique. Est-ce qu'on rejoint un peu toutes ces notions du genre humain? Ce qui me fascine, c'est la vie en général. Nous, en tant qu'humains, nous sommes entre les fourmis et les étoiles, mais je me passionne autant pour les étoiles que pour les fourmis. C'est pas une obsession là-dessus. Les intraterrestres, comme vous les appelez, voilà, et les extraterrestres. Si on n'arrive pas à communiquer avec les fourmis, nous serons incapables de communiquer avec une autre forme d'intelligence extraterrestre. On a toujours imaginé les extraterrestres comme des gens comme nous. Or, en fait, ils sont forcément différents. C'est pour ça que je dirais par exemple, l'extraterrestre de Roswell est forcément faux, parce qu'il nous ressemble. Or, ce qu'il y a de fou, c'est que forcément les extraterrestres, s'ils existent, ne nous ressemblent pas. Et les fourmis ne nous ressemblent pas. Si nous n'arrivons pas à créer un contact avec elles, nous serons a fortiori jamais capables de créer un contact avec les extraterrestres. Mais le fait que Christophe Colomb, en arrivant en Amérique latine, ne soit pas arrivé à découvrir l'avantage des civilisations Inca, Maya, et toutes ces civilisations ont été détruites, montre bien qu'on ne sait pas gérer la rencontre entre deux civilisations. Alors justement, ça tombe très bien, parce que on va parler de l'Amérique et des fourmis, avec un reportage étonnant qui, je suis sûr, va vous surprendre, encore que vous connaissez sûrement cette aventure. La fourmi d'Argentine, qui est une espèce, paraît-il, extrêmement prolifique, est en train de chasser nos espèces méditerranéennes qui sont établies sur le littoral, pas très loin de chez nous donc. Elle pourrait même, dit-on, pousser ses conquêtes à l'intérieur des terres, c'est-à-dire jusque Midi-Pyrénées. Sa progression est, encore une fois, telle que, en ce moment, les chercheurs du CNRS de Toulouse envisagent d'aller chercher son prédateur en Amérique du Sud pour arriver à stopper cette conquête incroyable de ces fourmis d'Argentine. Voici une enquête sur une intruse qui est en train peut-être de menacer l'équilibre d'un de nos biotopes. Reportage de Jean-Jacques Pie et Jean-Luc Pigneux. Elle s'introduit partout, circule partout, y compris sur l'objectif de la caméra lorsqu'on vient l'observer de trop près. Dès qu'on gratte un peu le sol, elle apparaît avec des milliards de congénères. C'est la fourmi d'Argentine. Elle prolifère en Languedoc depuis l'aménagement du littoral dans les années 60. Avant que la fourmi arrive ici, il y avait comme partout, il y avait donc une faune indigène qui était constituée d'une dizaine ou d'une douzaine d'espèces bien implantées. Lorsque la fourmi d'Argentine est arrivée,
elle a repoussé toutes ces espèces indigènes et elle a installé une situation de monopole. Bref, l'équilibre du biotope est menacé. La fourmi d'Argentine, non savant l'Inepithema humile, est représentée par 3 types d'individus. L'ouvrière, taille 2 mm, durée de vie 3 mois. La reine, taille 1 cm, durée de vie 1 an. Et le mâle, plus petit, avec des ailes comme la reine vierge, durée de vie quelques jours. Les règles de la communauté diffèrent sensiblement de celles des espèces méditerranéennes. Tout d'abord, c'est une espèce très polygyne, ce qui veut dire qu'elle a de très nombreuses femelles reproductrices. Ensuite, il n'y a pas de vol nuptial. La reproduction se fait à l'intérieur du nid, sous terre, donc aucune perte. Le troisième avantage, c'est qu'elle forme ce qu'on appelle l'unicolonialité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agression entre les nids. Une espèce où le prix de la vie de l'individu est rigoureusement égal à celui de son utilité au sein du groupe. Le mâle ne vit que dans l'espoir de s'accoupler pendant quelques secondes avec une reine, une seule. L'accouplement terminé, il doit mourir. Les ouvrières sont déjà là pour l'exécuter. Les reines travaillent comme les ouvrières. Elles s'occupent du transfert des larves et des nymphes. Dès qu'un danger menace le couvain, un nid peut se déplacer de 10 mètres en quelques heures. Par comparaison, il faut plusieurs jours aux espèces indigènes, par ailleurs moins promptes pour s'approvisionner. C'est le triomphe de la rapidité et de la reproduction foisonnante. Elle peut s'installer à l'intérieur des terres, et moi je serais pas surpris si un jour elle gagnait l'intérieur des terres, qu'elle franchisse le seuil de Naurouse et qu'elle s'installe dans la plaine de la Garonne. Voilà, donc là, on n'est plus dans le conte philosophique, Bernard Werber, on est vraiment dans la réalité. Qu'est-ce que vous pensez de ces fourmis là qui sont en train de coloniser nos espèces? Ça montre bien que c'est comme des pays, quoi. Les fourmis, c'est pas une espèce, c'est 12 000 espèces, c'est 12 000 variétés de pratiques, de vie sociale. Vous savez que dans le Jura, il y a des colonies de fourmilières, c'est 15 000 fourmilières réunies sous la même odeur, qui sont toutes solidaires et qui font la guerre ensemble. C'est des guerres de millions d'individus qui avancent en ligne contre d'autres millions d'individus. C'est des spectacles fabuleux. Aucun film hollywoodien ne peut arriver à rejoindre ça. C'est pour ça que dans mes livres, j'ai repris ces scènes, et il y en avait tellement, et c'est tellement fabuleux. Tout à l'heure, on parlait des reines de l'envol nuptial. L'espèce citée, là, les Viridomyrmex humilis, donc les espèces de fourmis d'Argentine, font l'amour au sol, mais enfin, ils ne volent pas loin, ils restent près du nid. Mais vous avez les espèces des fourmis des forêts qui s'envolent et qui font l'amour en vol, en planant. C'est quelque chose d'extraordinaire, et les mâles explosent de plaisir. C'est un univers imaginaire complet et qui a été à l'abandon. Et ma grande chance a été de pouvoir enfin leur rendre justice. Les fourmis sont les êtres les plus répandus sur la planète et personne n'en parle. Vous l'avez compris, c'est un ouvrage absolument passionnant que ce troisième livre sur l'univers incroyable des fourmis. J'ai vu quelques sourires sur le visage de mes invités lorsque vous avez parlé de cet incroyable amour en vol. C'est vrai que c'est tout à fait étonnant. C'est très beau, c'est poétique. C'est très beau, c'est très poétique. Mais justement, ça, c'est tout votre talent de nous faire raconter des histoires qui sont scientifiques quelque part, Oui. parce qu'extrêmement bien documentées, mais aussi poétiques et philosophiques. Merci, Bernard Werber. Merci. Restez